Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Messieurs les professeurs, Mesdemoiselles et Messieurs les étudiants, que je remercie d'être là et de m'entendre en français, ce qui me surprend beaucoup, je ne vous le cache pas. Je vous remercie d'abord, au niveau de la faculté, de m'avoir invité à présenter cette conférence, à l'occasion du 100e anniversaire de la Révolution russe, et surtout de la Révolution d'octobre, c'est-à-dire de la Révolution bolchevique. Je vais en réalité vous parler d'un homme qui est Lénine et qui a été le penseur, l'initiateur, le leader, le metteur en œuvre de cette révolution. Il y a 100 ans, tout le monde le sait, le 7 novembre 1917, un événement a bouleversé l'histoire du XXe siècle. Un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, plus connu sous le pseudonyme de Lénine, s'est emparé du pouvoir dans la capitale de la Russie. Ça n'a pas été un putsch, parce qu'un putsch est commis par des officiers militaires. Ça n'a pas été un coup d'État, parce qu'un coup d'État vient de l'intérieur de l'appareil d'État. Ça n'a pas été une insurrection, puisqu'une insurrection implique un soulèvement général armé de la population. Ça a été ce que le vieux révolutionnaire français du XIXe siècle, Auguste Blanqui, appelait une prise d'armes. C'est une prise d'armes, c'est-à-dire plusieurs milliers d'activistes armés qui occupent dans une ville quelques lieux stratégiques. Dans une Europe qui était alors, pendant cette Première Guerre mondiale, profondément meurtrie par la violence d'une guerre de masse, d'une guerre industrielle, cette action de Lénine provoqua ce qu'on peut appeler un tsunami politique, d'abord dans l'Empire des Tsars, puis dans l'Europe, puis dans l'Asie, puis finalement dans le reste du monde, et a marqué toute l'histoire contemporaine, non sans laisser de profondes traces au XXIe siècle, aujourd'hui encore. Le succès de cette prise d'armes, qui a aussi été une prise de pouvoir, bientôt nommée Révolution d'octobre, était un événement tout à fait improbable, je dirais même inimaginable. Mais il fut très vite présenté par les bolcheviks comme un événement prédictible et tout à fait inévitable. Et bientôt, la propagande communiste a diffusé un puissant roman international du communisme, la légende d'un pouvoir émanant d'une révolution d'en bas qui, à travers ses soviets, aurait inauguré une démocratie prolétarienne, entre guillemets, destinée à légitimer le premier régime communiste de l'histoire. Cette légende est devenue absolument intouchable après la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie en 1945, qui a permis aux communistes de promouvoir une mémoire glorieuse qui était fondée sur ce qu'ils appelaient la lutte contre le fascisme. C'était une très habile manière de gommer leur responsabilité aux communistes dans l'arrivée au pouvoir de Hitler, en raison de leurs incessantes attaques depuis 1919 contre la République de Weimar, contre la social-démocratie allemande, et dans les effets désastreux des deux pactes germano-soviétiques conclus par Hitler et Staline en août puis en septembre 1939. C'était surtout désigner le nazisme comme le symbole du mal absolu, un excellent moyen de masquer la dimension criminelle des régimes communistes et de leur nature totalitaire. Alors, la figure emblématique, bien entendu, de cette révolution bolchevique fut Lénine, et le mythe du grand Lénine, apparu très tôt en Russie, porté dès 1920, à l'occasion du 50e anniversaire du chef bolchevique, par le début d'un grand culte de la personnalité, qui, après sa mort, assez jeune, à 53 ans, en 1924, allait prendre des proportions d'une idolâtrie véritablement mondiale. À peine celui qui était qualifié de génie avait-il disparu que tous les communistes ont entrepris de sanctuariser le mythe, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont commencé par embaumer le corps de Lénine. Ils ont ensuite immédiatement, en plein hiver, et alors qu'il a fallu faire exploser le sol à la dynamite, ils ont construit un premier mausolée sur la place Rouge, en face du Kremlin, pour que le peuple puisse venir adorer cette idole. On a eu ensuite une diffusion massive des images de Lénine, des photos de Lénine,
la plupart du temps retouchés d'ailleurs, hein, et truqués, qui étaient appelés à remplacer l'icône dans l'isba du paysan russe, bientôt transformé en kolkhoze. Ensuite, on a assisté à l'érection de plus en plus nombreuse de statues, et de statues de plus en plus immenses, gigantesques, l'installation des bas-reliefs sur tous les immeubles, avec la tête de Lénine, hein, et dans beaucoup d'endroits où il était passé. On a eu la fabrication de nombreux bibelots à la gloire de Lénine, de très nombreuses biographies édifiantes, de magnifiques albums hagiographiques. Si vous voyez les albums soviétiques des années 20, 30, 40, c'est superbe, et dans toutes les langues. Hein. Les films aussi à la gloire de Lénine, en particulier un film bien connu du cinéaste soviétique Mikhail Rom, Lénine en octobre, puis ensuite Lénine en 1918, avec ce petit problème que, après le rapport de Khrouchtchev sur Staline, condamnant Staline, il a fallu refaire tous ces films, les remonter entièrement, pour faire disparaître évidemment la figure de Staline. Des chansons, bien sûr, à la gloire de Lénine, les prix Lénine, hein, et les ordres de Lénine qui étaient attribués et décernés à foison par le régime soviétique, à des responsables soviétiques, mais aussi à de très nombreux responsables étrangers, communistes bien entendu. Chaque ville, chaque village soviétique avait sa rue Lénine, il avait son avenue Lénine, sa place Lénine. Et ça s'est bientôt étendu dans toute l'Europe centrale et orientale, communisée après 1945. Saint-Pétersbourg a été rebaptisé. Pétrograd, Saint-Pétersbourg est devenu Léningrad, afin de symboliser à la fois le renversement de l'autocratie des Romanov, qui était évidemment exécrée par les bolcheviks, et la naissance d'un régime et d'une société communiste placés sous l'autorité du génial penseur Lénine. Et Moscou a commencé à réunir le moindre bout de papier, le moindre brouillon sur lequel Lénine avait écrit quelques mots, hein, et a commencé à publier les œuvres de Lénine. Alors là, c'est très, très important, les œuvres de Lénine qui, dans les années 60, ont compté en russe jusqu'à 55 volumes, mais en français, publiés en français au milieu des années 60, 45 volumes, près de 20 000 pages de Lénine en français, sous l'autorité bien entendu de Moscou, en coédition entre le Parti communiste français et les éditions de Moscou, et sous l'autorité d'un membre du comité central du Parti communiste français, plus de 20 000 pages. Ça n'est pas tout. En France et en Italie, où les partis communistes ont été puissants, en particulier après la guerre, on compte un nombre très important de rues, de places Lénine dans les municipalités communistes. Rien, j'ai fait un calcul, une petite recherche, rien qu'en banlieue parisienne, où il y avait beaucoup de municipalités communistes, on compte encore aujourd'hui 13 avenues Lénine, 7 rues Lénine, 3 places Lénine, 2 boulevards Lénine, un square Lénine, un passage Lénine, et il y a même une impasse Lénine. C'est la fin de l'histoire. Quoi qu'il en soit, le grand Lénine a été paré de toutes les vertus. C'était un homme désintéressé, vivant avec modestie, un style de vie quasi ascétique, plein d'abnégation, au point de compromettre sa santé pour le service de la Révolution, physiquement courageux, toujours maître de soi dans les moments les plus dangereux, mais aussi un chef humain, un chef généreux, accessible à tous, un grand démocrate, sévère mais juste. Un stratège, génial, doublé d'un savant. Lénine est savant en tout domaine, en économie, en philosophie, un énorme travailleur, doté d'une volonté de faire et qui pratique évidemment la discipline bolchévique. Ce n'est pas tout. Un homme sensible à la musique, sensible au charme de la nature, qui adore entonner des chants de combat, russes ou français, et qui forme évidemment, avec sa compagne Nadejda Krupskaya, le merveilleux couple révolutionnaire moderne. Alors, que cette idolâtrie, portée par les régimes et par les militants communistes, quelle que fût leur obédience, que ce soit des communistes pro-soviétiques, orthodoxes, des trotskistes, des maoïstes, des castristes, des enverrodgistes, des Kim Il-sungistes, des posatistes, je vous épargne toute la liste de toutes les sectes communistes, eh bien, que cette idolâtrie ait été portée par
tous ces militants communistes, et qu'elle ait été très puissante en URSS, où cela a été fondé, que dans tout le système communiste mondial, après tout cela se conçoit. Que des communistes idolâtrent leur leader et leur fondateur, c'est une chose assez normale. Mais que cette idolâtrie ait persisté jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un quart de siècle après l'effondrement de ce système à Moscou, de ce que François Furet a nommé une illusion et qui a été rappelé par Anna Blandiana, voilà quand même qui surprend. En Russie même, aujourd'hui, comme en Biélorussie et dans les ex-républiques soviétiques, on n'a assisté à aucune déléninisation de l'espace public. Les milliers de statues et de bas-reliefs sont toujours là et servent même souvent de point de ralliement aux partisans de la Russie de Poutine, comme par exemple, nous l'avons vu dans l'est de l'Ukraine ces dernières années. D'après mes derniers calculs, rien qu'en Russie, il resterait encore 6000 statues de Lénine. En Ukraine, il y en avait 5500, et il faut dire qu'aujourd'hui, il n'en reste plus que 8 ou 900. Bon, il y a donc déjà eu un phénomène de déléninisation. Mais en France, alors là, nous parlons de pays qui ont été communistes, et où la population ne pouvait pas protester contre ces installations. Mais en France, on assiste au même type de manifestation, de philo-léninisme. En 2010, c'est tout récent, à Montpellier, une grande ville, des grandes villes françaises, le dirigeant de toute la région, M. Frêche, qui était un socialiste, a décidé de créer une place des grands hommes du XXe siècle. Eh bien, il n'a pas manqué d'y mettre Lénine, en face d'ailleurs de Churchill et de Gaulle, qui en 1920 ou en 1918-19 combattaient férocement le même Lénine. Donc vous le voyez, c'est tout à fait stupéfiant. Mais ça va beaucoup plus loin, jusque dans des petits détails. Le samedi 23 février 2008, c'était donc il y a un peu moins de 10 ans, je passais à Paris devant le fameux palace, le Plaza, l'un des principaux palaces de la capitale parisienne, et qu'est-ce que j'aperçois? Une magnifique Bentley, vous savez, cette magnifique voiture anglaise, un peu comme une Rolls-Royce, et qu'est-ce que je vois? Sur le capot, un petit cabochon, un petit buste de Lénine, en argent, avec une écharpe rouge. Stupéfiant. Sans doute la voiture de luxe d'un des milliardaires russes issus des rangs du KGB et qui voulait marquer sa fidélité au fondateur. Ça va encore beaucoup plus loin. Les amateurs d'art parisiens se passionnent pour Lénine. Par exemple, le 8 décembre 2013, donc tout récemment, à Deauville, donc Deauville, l'une des principales lieux de villégiature française sur la côte normande, et très chic, eh bien, il y a une vente aux enchères, et on met aux enchères un buste en marbre de Lénine, estimé à la coquette somme de 8 à 12 000 euros, quand même. Bon, c'est pas fini. Le 15 avril 2015, je suis un passionné des ventes aux enchères, donc je vais très souvent aux ventes aux enchères. Le 15 avril 2015, à ma très grande surprise, est mise en vente aux enchères une enveloppe, une petite enveloppe, portant la signature de Lénine. Juste la signature, adjugée 11 000 euros, plus 25% de frais. Bon. J'ai envie de dire, le rouge est d'or. Décidément, le fétichisme communiste n'est pas mort, et cela ne semble choquer personne. C'est surtout ça le problème. Dès que dans une vente aux enchères, il y a un objet nazi qui est présenté, il est immédiatement retiré. Mais là, Lénine, c'est parfaitement acceptable. Alors, si Lénine conserve une aussi bonne cote d'amour et cote d'amour financière, évidemment, sans doute faut-il y voir l'effet du glissement de ce qu'on a appelé en URSS le grand Lénine, à ce que j'appellerais le bon Lénine, par une opposition au méchant Staline. Un glissement qui n'est pas le fruit du hasard, un glissement qui est le fruit d'une opération très soigneusement préparée par le Politburo soviétique au début de 1956, à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, qui s'est réuni devant les dirigeants communistes venus du monde entier. Et en effet, le 25 février 1956, Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du parti,
a convoqué une séance à huis clos des délégués soviétiques, dont étaient exclus tous les représentants étrangers, et où il a fait éclater la bombe de son fameux rapport secret. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait, 3 ans après la mort de Staline, d'une remarquable manœuvre politique et idéologique qui était destinée à assurer ce que j'appellerais le blanchiment. Bon, s'agissant des rouges, ce n'est peut-être pas un terme très approprié, mais le blanchiment de toute la direction qui avait participé de près et surtout de très près à l'instauration de la terreur et qui tenait maintenant à jouer le petit air du responsable mais pas coupable. Une expression bien connue en France, responsable mais pas coupable. Le coupable, ce pelé, ce galop, eh bien c'était le méchant Staline qui a été couvert pendant plusieurs heures d'injures et d'insultes par Khrouchtchev devant tous les délégués totalement abasourdis. Jusque-là, Staline était un dieu, et d'un seul coup, on le démolissait. Alors pour Khrouchtchev, bien sûr, Staline avait été un grand révolutionnaire jusqu'en 1934, et après, eh bien, il n'avait plus été tout à fait correct, il avait réprimé de bons dirigeants communistes, et il avait mal vieilli, mais bien entendu, quand vous retenez cette date de 1934, vous comprenez que Khrouchtchev a évacué tout ce qui concernait la guerre civile, tout ce qui concernait les massacres de masse et la grande famine de la collectivisation des campagnes, tout ce qui concernait le goulag, tout ce qui concernait la grande terreur de 1937-38, où quand même Staline a fait assassiner 700 000 personnes en 14 mois d'une balle dans la tête. Donc, tous ces grands crimes n'ont pas été évoqués dans le rapport de Khrouchtchev. Alors, le message du rapport Khrouchtchev pour les communistes soviétiques était très clair. La page était tournée, la nouvelle direction ne menacerait plus les membres de la nomenclatura, qui pourraient désormais profiter en toute tranquillité du fait qu'ils étaient, comme on dit, plus égaux que les autres citoyens soviétiques. Le problème, c'est que le rapport secret de Khrouchtchev allait beaucoup plus loin. Il masquait une gigantesque opération d'auto-amnistie des dirigeants et des cadres staliniens des années 1920-1950, tant en URSS qu'en Europe centrale et orientale, et une gigantesque opération parallèle d'amnésie obligatoire de la population concernant les millions d'assassinés. Pour imposer cette double opération, Khrouchtchev avait misé sur le découplage des deux figures emblématiques